Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Hortus Scientiarum. Dans cette vidéo, je vous propose une expérience 100% faite maison pour vérifier l'effet d'une dilution sur une solution, sur le pH de cette solution. Voilà, donc cette vidéo s'adresse essentiellement à des troisièmes, à toute autre personne qui a envie de réviser ou d'apprendre. Et si vous êtes un de mes élèves HDL, je vais suivre le protocole que je vous ai transmis dans la fiche d'activité récemment. Voilà, donc les deux solutions de départ, on va proposer des choses qu'on trouve à la maison. Donc moi, pour la solution acide, j'ai opté pour du jus de citron. Et pour la solution basique, j'ai opté pour une solution de bicarbonate de sodium. J'en ai fait une solution que j'ai préparée déjà la veille. Alors moi j'ai opté pour 10 g de bicarbonate de sodium dans 100 ml d'eau. Pourquoi? Parce que je suis proche de la limite de solubilité. La preuve c'est que au bout d'une nuit, mon bicarbonate de sodium n'est pas tout à fait dissous, donc je suis à saturation. Bien, j'ai donc mes deux solutions de départ, mais maintenant il va falloir faire déjà les dilutions. Bon, comment on fait une dilution? Diluer une solution, ça consiste à prendre un échantillon de cette solution et de l'ajouter, de l'intégrer dans un volume d'eau. Je propose de diluer les solutions 10 fois, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 10 ml par exemple de solution de départ, je vais y ajouter de quoi obtenir à la fin 100 ml de solution en y ajoutant de l'eau nécessaire. Il y a donc la même quantité de substances dissoutes ou ions que dans l'échantillon de départ, mais dans un volume 10 fois plus grand. On a donc une solution qui est 10 fois moins concentrée. On dit que la solution a été diluée 10 fois. Pour réaliser les dilutions, on va utiliser de l'eau déminéralisée. Pourquoi? Pour éviter que les sels minéraux de l'eau du robinet ne puissent perturber l'expérience. Maintenant, ceci dit, pour cette expérience-là, si vous avez utilisé de l'eau du robinet, ça ne va pas avoir une grande incidence. Pour le matériel, en séance de chimie, on utilise ça. Il me faut une pipette jaugée ou au moins graduée, la propipette qui va avec et une fiole jaugée. Et éventuellement quelques béchères et la piscette d'eau. Bon, évidemment, pas de quoi trouver dans une cuisine où c'est pas du tout le matériel qu'on va trouver à la maison. Bon, on va faire avec quoi? Avec ce qu'on va trouver sous la main. Pour mesurer le volume de 100 ml, on a a priori tous un verre doseur à la maison. Par contre, si vous pouvez trouver autre chose, ça serait mieux parce que franchement, c'est pas d'une très grande précision. Il y a parfois des petits verres doseurs plus petits sur les appareils électroménagers, les mixeurs, les blenders, etc. Bon, moi, je vais utiliser mon petit verre doseur de ma yaourtière. J'ai rajouté un élastique pour qu'on visualise bien le volume de 100 ml. Pour ce qui est des volumes de 10 ml, c'est dans l'armoire à pharmacie qu'on va le mieux trouver de quoi faire. Alors, soit les petits godets que l'on trouve avec les sirops, soit moi j'ai vidé un petit flacon de liquide ophtalmique, en ayant soin de noter le volume avec un trait de jauge correspondant à millilitres. Et je vais m'amuser à utiliser des morceaux de paille en guise de pipette. Il y a une autre solution, si vous avez encore des sirops pour enfants, il y a des pipettes graduées qui sont beaucoup plus pratiques. Mais alors dans ce cas-là, attention, elles sont souvent graduées en fonction du poids de l'enfant à guérir et pas en millilitres. Donc il va falloir prendre le protocole et les posologies du médicament pour vérifier à quel volume cela correspond. Bien, je vais maintenant effectuer la première dilution de mon citron en utilisant la première méthode, à savoir ma pipette. On pourra comparer. Donc je prélève d'abord 10 ml. Alors là, je suis obligée de tremper la pipette dans le récipient. Voilà. Et d'appuyer pour qu'on absorbe la quantité de liquide voulue. J'enlève le trop plein. Voilà, j'ai 10 ml. Je mets ces 10 ml de citron dans mon verre doseur. Voilà, et je vais maintenant compléter avec mon eau distillée. Alors, comme en cuisine, on n'a pas des béchères avec des becs verseurs, il y a toutes les chances qu'on en mette un peu partout. Donc, un petit truc, moi j'ai pris une bouteille en plastique avec son bouchon. Le bouchon, je l'ai percé de plusieurs petits trous et ça me permet de verser proprement et avec précision à la fin. Ça remplace en fait un peu ma pipette en salle de chimie.
Voilà, je me penche pour vérifier que je suis bien au bon niveau. Voilà, j'ai maintenant bien 100 ml de solution que je vais appeler la solution A1 et que je vais verser donc dans ce deuxième récipient. On va tester la deuxième façon de faire pour la dilution de la solution basique. Deuxième méthode, je prends le petit gobelet que j'ai trouvé dans un sirop. Alors pareil, n'espérez pas pouvoir verser comme ça proprement et avec précision. J'ai déjà essayé, ça marche pas bien et on en met partout. Donc ici je prends ma paille. Avant de la ressortir, je bouche. Donc par capillarité, le liquide va rester. Et je fais ça plusieurs fois. Ça remplace ma pipette. Jusqu'à obtenir 10 ml. Voilà, du coup ça m'oblige à m'y reprendre à plusieurs fois. Voilà. Comme avant, j'ai 10 ml. Dans le godet que je vais par contre rincer d'abord. Voilà. Je rajoute mes 10 ml. Je complète à 100 ml. Je vérifie. On est à niveau. Je vais mettre cette dilution dans un pot que j'ai appelé B1, base avec une seule dilution. Et voilà. Bon, voilà. Comparaison des deux méthodes, à vous de voir. Alors la première est peut-être un peu plus précise parce que le trait de jauge est sur un récipient qui est plus fin. Par contre, c'est peut-être un peu moins propre parce qu'il faut que je plonge un peu les doigts dans le récipient de départ. Deuxième solution, à mon avis, elle est un peu plus propre, on va dire, un peu plus fastidieuse, peut-être un peu moins précise parce que le trait de jauge est dans un récipient plus large. Bon, on fait avec les moyens du bord. Ceci dit, je pense que la version la plus propre et la plus précise, ce serait la pipette du sirop enfant. Mais désolé, je n'ai plus de petits enfants, j'ai pas. Pour la suite, je vais maintenant reproduire cette opération 4 fois. Donc, je vais prélever 10 ml de la solution B1, la compléter à 100 ml avec de l'eau distillée, ça me donnera la solution B2. Et puis, la solution B2, prélever 10 ml, la compléter à 100 ml avec de l'eau distillée, ça me donne la B3. Et je fais pareil pour B3 pour une B4 et pour B4 vers une B5. Je vais faire la même chose avec les solutions acides. Je vais prélever 10 ml de la solution A1 et la compléter jusqu'à 100 ml avec de l'eau distillée. Puis pareil pour la solution A2 pour obtenir A3. Et puis pareil pour obtenir de la solution A3, A4, puis A5. Voilà, j'ai fait les dilutions à partir de la solution de citron. On peut un petit peu apprécier la dilution à l'œil avec la couleur et le trouble du citron de la solution obtenue. Ces dernières solutions, ma foi, on voit pas trop la différence avec de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Comme cette solution-là a été diluée 10 fois par rapport à la première et que celle-ci a été diluée 10 fois par rapport à celle-là, cette solution est 100 fois plus diluée que la première. La suivante est donc 1000 fois plus diluée que la toute première, la suivante 10 000 fois et la dernière est 100 000 fois plus diluée que la solution de départ à 0. Bon, je vais faire la même chose avec les bases. Voilà, les solutions basiques maintenant sont également faites, même principe. La solution que j'ai notée B1 est 10 fois plus diluée que la première 0. Celle-ci est 10 fois plus diluée que la première, enfin celle que j'ai notée B1, donc 100 fois plus diluée que la solution de départ. Celle-ci est 1000 fois plus diluée, 10 000 fois plus diluée, 100 000 fois plus diluée. Bon, maintenant il va falloir mesurer le pH. Alors là, même problème qu'avant, c'est que normalement pour faire une mesure de pH précise, on utilise un pH mètre. Donc soit l'appareil complet, soit la version stylo. La version stylo qu'on a là, c'est ce que nous on a au collège. Bon, ça non plus, il n'y a pas à la maison. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va se débrouiller avec du papier pH. Alors le papier pH, il peut se trouver en pharmacie. Voilà. Un peu élevé le prix quand même du papier pH en pharmacie, mais bon. Et on peut aussi se débrouiller avec des kits utilisés pour tester le pH de la piscine. Simplement, ces kits-là, ils vont avoir une marge de pH, une gamme de pH testable beaucoup plus restreinte. Bon, c'est parti pour le test pH. Donc, on va se contenter de papier pH.
Voici le papier pH que j'ai utilisé. J'ai préparé des petites languettes pour chaque solution. J'ai décidé de mettre chaque languette dans un petit récipient différent. Là, j'ai pris des capuchons pour éviter qu'il y ait un mélange de solutions entre deux bouts de papier pH et que ça ne puisse perturber nos résultats. Normalement, quand on fait un test pH, on trempe un agitateur dans le liquide et on le pose sur la bande de papier pH. On ne met pas le papier pH dans la solution. Et évidemment, un agitateur, c'est pas non plus le genre de truc qu'on a à la maison. Donc pareil, moi j'ai réutilisé un bout de paille, ça marche très bien, mais ce coup-ci, on va plus boucher parce que je veux vraiment qu'une petite goutte pour tester, en fait. Entre deux passages et deux tests, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais à chaque fois rincer le petit bout de paille qui fait office de pipette et l'éponger sur un papier absorbant avant de passer au test suivant. Bon, allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait le test pH pour toutes les solutions acides pour le moment et maintenant, par comparaison des coloris, je vais estimer le pH. Donc là, à mon avis, on est à pH 2, là on est 3, 4, ça doit être du 5, 5 à 6, et là, il y a une petite bizarrerie. Je pense qu'il y a eu un petit pépin. Voilà, j'ai refait le dernier test. Je pense qu'il y a eu un problème de souillure. Voilà. Et ensuite, j'ai noté dans le capuchon avec un feutre effaçable le pH qui correspond à la couleur obtenue. Voilà. Donc clairement, on voit qu'au départ, j'ai bien une solution acide. On s'en serait douté avec du jus de citron. Mais peu à peu, le pH augmente et tend à aller vers la valeur de 7. Donc qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me fait dire que la solution est de moins en moins acide, elle tend vers la neutralité, et ma foi, pourquoi on tend vers 7? Parce qu'en fait, à un moment donné, la solution est tellement diluée, il y a si peu des ions présents dans cette solution initialement, dans une grande quantité d'eau, qu'on tend vers une composition proche de l'eau pure, tout simplement. Pourquoi je ne peux pas continuer et aller vers des pH de 8-9? Progresser vers des pH 8-9, ça voudrait dire que la solution devient basique. Or, ça, on ne peut pas l'obtenir en utilisant uniquement et en rajoutant uniquement de l'eau. On obtient une solution basique à condition d'ajouter une solution qui contient des ions responsables de la basicité de la solution, des ions OH- ou qui génèrent des ions OH-. Voilà. Je vais faire la même chose pour la solution basique. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à comparer avec l'échelle de couleur de mon papier pH. Bon, je vais le faire, je vais noter les valeurs. Voilà, c'est fait. Je vois donc que je suis partie d'une solution qui était clairement basique avec un pH de 10. Et peu à peu, le pH, cette fois-ci, diminue et tend également vers 7. À nouveau, la solution est de moins en moins basique. Elle tend vers la neutralité. Et la limite de l'expérience, ça sera le pH 7. À nouveau, pourquoi ici je ne peux pas avoir un pH qui progresse ensuite vers 6, 5, 4? Ça voudrait dire que la solution devient de plus en plus acide. Or ça, je ne peux pas l'obtenir en ajoutant uniquement de l'eau distillée ou de l'eau tout court. Pour avoir une solution qui devient acide, il faut rajouter les ions responsables de l'acidité de la solution. Et donc ça, je ne peux l'avoir qu'en ajoutant un acide. Donc la limite sera toujours de 7. Petit mot sur les indications que j'ai mis, c'est 8, 9, 10, 7, 8. En fait, j'ai des colorations qui sont un petit peu entre les deux. Et au jugé, j'arrive pas trop à me décider entre les deux. Ça, c'est un petit peu la limite de la méthode papier pH. Bien, alors on retient quoi de tout ça? On retient que les solutions acides, lorsqu'on les dilue, leur pH va augmenter jusqu'à tendre vers pH égal à 7, le pH d'une solution neutre. Une solution basique, lorsqu'on va la diluer, son pH, lui, au contraire, va diminuer jusqu'à tendre vers la valeur de 7, pH d'une solution à nouveau neutre. Un petit mot, en quoi ça peut être intéressant une dilution? On n'oublie pas un détail. Alors nous, aujourd'hui, on a utilisé des solutions pas très acides, pas très basiques. Il y avait aussi un autre intérêt, c'est que c'était des solutions d'usage alimentaire, donc ça vous permet de faire l'expérience à la maison avec la vaisselle de la maison, la vaisselle de cuisine, sans que ça pose problème.
En chimie, on utilise souvent des solutions très acides, très basiques, qui sont du coup très corrosives. Comment faire diminuer la causticité de ces solutions? Simplement par dilution. Donc lorsqu'on diminue la concentration des ions responsables de l'acidité ou de la basicité, on diminue aussi le caractère corrosif de la solution. Donc la dilution est aussi une méthode pour diminuer l'aspect corrosif d'une solution. Au fait, vous vous souvenez de ce que ça veut dire corrosif, hein? Donc voilà le pictogramme. Normalement, on a déjà vu ça en 6e. Donc, on rappelle, une substance corrosive est une substance qui attaque et ronge les tissus vivants et certains matériaux. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous avez tout compris. N'hésitez pas à essayer de faire la même chose à la maison. J'ai, moi, essayé de me débrouiller avec vraiment tout le matériel qu'on peut trouver chez soi. Bon, à bientôt. Il y aura une suite pour les réactions acide-base. À bientôt!